surprendre qu'on parle d'antibiotiques pour les infirmières parce qu'en fait, on n'est pas prescriptrice, mais pour autant, l'URPS, qui représente la profession, pense qu'il est important qu'on ait conscience ou pas d'adresser le patient en cas de nécessité pour des antibiotiques, mais à contrario aussi lui expliquer pourquoi il en a pas ou pourquoi on lui en prescrit pas et que c'est pas systématique et que donc on a un grand rôle à jouer tant sur l'adressage au médecin si on considère qu'il y a peut-être une interrogation à en mettre. Et je parle beaucoup pour les plaies. C'est pas forcément quelque chose qu'il faut peut-être faire rapidement. Il faut peut-être plutôt évaluer avec le médecin, collaborer avec lui sur une éventuelle mise sous antibiotiques à distance, mais pas forcément systématique. Mais surtout dans tous les foyers, tous les gens du foyer qu'on croise régulièrement et pour lesquels ils peuvent nous interroger et peut-être porter la bonne parole, enfin celle que Normand Thibio va nous donner et Ouais. transmettre et expliquer pourquoi en fait aujourd'hui on n'a pas ce réflexe systématique d'il y a quelques années. Voilà, donc ça c'est notre position et voilà pourquoi on collabore aujourd'hui sur ce travail pour essayer de nous apporter des cordes à nos arcs pour continuer à répandre la bonne parole au domicile. Donc je vous souhaite un bon webinaire à tous. Merci. Bien donc bonjour, à toutes et tous. Je suis le docteur Elisio, je suis infectiologue au CHU de Rouen et je suis aussi infectiologue, au CRATB, au Centre régional en antibiothérapie Normand Thibio, qui a pour but de promouvoir le bon usage des anti-infectieux et donc, on co-anime aujourd'hui ce webinaire destiné à vous, infirmières libérales, avec l'URPS infirmiers. Le plan d'aujourd'hui, donc un rappel sur l'organisation régionale, comment se passe en fait, la promotion du bon usage des anti-infectieux en région, le contexte actuel, sur la consommation antibiotique et l'antibiorésistance. Des rappels ou en tout cas des grandes notions sur le bon usage des anti-infectieux et le bon usage diagnostique. Et enfin, sur commande, on m'a demandé un focus sur la ceftriaxone, donc c'était intéressant d'aborder, ces sujets. Alors, de l'organisation régionale donc depuis 2022, ça a un petit peu changé. Norme Antibio, donc on appelle le CRATB, le Centre régional en antibiothérapie, est financé par l'ARS, qui finance également le CEPIAS, le Centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins. Et en fait, quand on s'intéresse un peu, on a mis des couleurs, mais en fait, ça correspond très bien. Le rouge de Norme Antibio, c'est vraiment le bon usage des anti-infectieux. Donc, c'est vraiment d'utiliser correctement les antibiotiques et aussi les antiviraux, fongiques ou antiparasitaires. Et la PCI, la prévention et contrôle des infections. Et donc, l'exemple le plus criant, c'est quand vous vaccinez contre la grippe, le patient ne fait pas la grippe ou en tout cas beaucoup moins sévèrement, ne se surinfecte pas à une bactérie et donc n'aura pas besoin d'antibiotiques. Vous voyez que c'est vraiment intéressant de travailler collégialement avec le bon usage des anti-infectieux et la prévention et contrôle des infections pour en fait une action conjointe. Et donc ça, il y a un premier niveau qui est le niveau régional, tout en haut de la diapositive. Et donc, on nous demande de travailler en synergie, les deux structures étant financées par l'ARS. Donc ça, c'est vraiment le niveau régional, le niveau structuration très large. Et puis, il y a un niveau plus local qui est porté par les infectiologues de la région en structuration EMA, équipe multidisciplinaire en antibiothérapie, qui, eux, portent bien sûr le bon usage des anti-infectieux au niveau d'un GHT, au niveau d'un groupe, au niveau d'un territoire de santé particulier, aux dépens d'un établissement de santé. Par exemple, je suis moi-même également infectiologue au CHU de Rouen et je suis responsable de l'EMA de Rouen qui travaille dans le territoire de santé de Rouen. Et on doit aussi également collaborer, travailler avec l'équivalent du CEPIAS, mais au niveau local, qui sont donc les équipes opérationnelles d'hygiène ou les équipes mobiles d'hygiène. Le but, toujours, c'est de travailler de façon intelligente et de faire des actions communes, puisque c'est comme ça qu'on arrive aussi à toucher beaucoup de praticiens. Alors, très rapidement, mais je vous dis quand même, en fait, les missions du CRATB, donc de Normand Thibio, c'est plus le conseil. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de Normand Thibio, parce que Normand Thibio a été créé en 2016 pour être un centre régional de conseil en antibiothérapie. Comme son nom l'indiquait, on donnait le conseil en infectiologie. On était 2 infectiologues pour toute la Normandie à donner les avis infectieux. Et en fait, le statut a changé fin 2022 pour devenir un CRATB, un centre régional en antibiothérapie, beaucoup plus de structuration, beaucoup plus de développement d'outils et plutôt tout le conseil. Le conseil en antibiothérapie est donc porté par les infectiologues de la région. Donc localement, à chaque fois, dans chaque établissement de santé, avec le territoire de santé dépendant. Le CRATB travaille dans les 3 secteurs de la santé, en ville, dont établissements médico-sociaux, dont les EHPAD, établissements de santé privés et publics. Et puis également, le rôle, c'est la coordination et l'animation de réseaux professionnels de santé en charge des programmes de bon usage. Donc, on va animer le réseau des infectiologues et des EMA et on va bien sûr collaborer
avec tous les professionnels de santé, donc bien sûr médecins généralistes, sages-femmes, pharmaciens, et aujourd'hui IDE, donc infirmières, aussi bien libérales qu'établissements de santé. Et nous avons également fait un webinaire récemment avec les infirmières hygiénistes. Vraiment pour vous dire qu'on essaye d'ouvrir au maximum la communication et pour essayer de mieux diffuser les référentiels, les recommandations et également des outils de communication. Et puis, on a également un rôle d'expertise, d'appui aux professionnels de santé, donc assistance technique et organisationnelle. On surveille la résistance et la consommation antibiotique en région. Et on promeut, comme je vous disais tout à l'heure, le bon usage des anti-infectieux par réalisation d'audits, retour d'expérience, etc. Une petite photo. Je sais que mes collègues ici présents sont toujours ravis de se voir en photo. Et donc, vous avez le docteur Pascal Thibon, qui est médecin épidémiologiste, antérieurement médecin généraliste. Josiane Lebeltel, qui est secrétaire. Marianne Delastre, qui est médecin généraliste, ainsi que Johan Massic, que je ne présente pas parce qu'il est aujourd'hui présent, médecin généraliste. Moi-même, le docteur Emmanuel Pinoir, qui est infectiologue sur Avranches-Granville. Et Cécile Lemoine, une deuxième secrétaire qui vient de nous rejoindre assez récemment. Donc, c'est une équipe qui est assez diverse et surtout, on est très bien répartis sur la région, puisqu'il y a une partie à Rouen, une partie à Caen, une partie à Avranches-Granville. Je fais également de la pub pour les EMA, donc les équipes multidisciplinaires en antibiothérapie, puisque, comme vous voyez, c'est multidisciplinaire et en fait, les écrits, les décrets ministériels proposent vraiment une équipe vraiment très pluriprofessionnelle. Et donc, j'insiste parce qu'il y a pharmaciens, microbiologistes, infectiologues, bien sûr, puisqu'il y a une grosse partie de conseils en antibiothérapie. Et vous voyez qu'il y a une place pour une infirmière. Et donc, il y a plusieurs EMA de la région Normandie, je vous rentrerai juste après, qui envisagent d'employer, de recruter une infirmière libérale à hauteur de 0,2-0,3 ETP pour des actions en ville dans le territoire de santé. Et puis également médecin généraliste qui peut être très intéressant pour avoir une vraie ouverture déjà d'esprit sur la pratique en ville et aussi sur les actions en ville. Et puis bien sûr en contact avec l'EMH, donc l'équipe mobile d'hygiène, ça c'est important. Et donc les EMA, l'émission c'est 2/3 du temps des conseils en antibiothérapie, des conseils en infectiologie pour les 3 secteurs, donc bien sûr l'établissement de santé, la ville et EHPAD. Et les actions ciblées dans l'établissement support, donc c'est vraiment d'améliorer la prise en charge des infections et des antibiothérapies en général dans l'établissement de santé support, pour moi au CHU de Rouen par exemple. Mission stratégique, plan d'action annuel de la stratégie du bon usage des anti-infectieux, rédaction d'un bilan d'activité, c'est beaucoup plus structuration, mais c'est important excusez-moi, d'avoir cette vision un peu structurelle et bien sûr des échanges réguliers avec le norme antibio. Donc voilà, je fais de la pub. Je sais que Elbeuf voudrait recruter une infirmière. Voilà. Alors, le conseil en antibiothérapie, ça c'est important parce que vous pouvez, vous, en tant qu'infirmière, infirmière, appeler pour avoir un avis infectieux. Moi, ça ne me choque pas du tout, avec le médecin généraliste également, bien sûr, mais vous avez ici la carte qui est disponible gratuitement sur Internet et qui est disponible via le site de Norme Antibio, où vous avez directement les contacts des infectiologues en place. Donc, il y a des GHT, malheureusement, qui n'ont pas d'infectiologue, mais il y a toujours une balance. En tout cas, il y a toujours un infectiologue qui va vous répondre puisqu'il y a des organisations de conseils territoriaux. Je vous montre juste à quoi ça ressemble. Vous allez sur le site internet, vous tombez là-dessus. Et donc, par exemple, quand vous cherchez Rouen Cœur de Seine, vous trouvez rapidement le numéro de téléphone. C'est pareil pour Avranches. Et des GHT qui n'auraient pas d'infectiologue, comme je vous le disais, il y aurait un transfert d'appel vers les CHU, par exemple. Donc, en tout cas, il y a une répartition assez homogène du conseil en infectiologie et c'est assez facile de joindre un infectiologue. Et vous avez le droit, évidemment, en tant qu'infirmier, infirmière, de contacter l'infectiologue directement. Alors, pourquoi on s'intéresse aux anti-infectieux? Pourquoi on s'intéresse aux antibiotiques et au risque d'antibiorésistance? Le contexte actuel, quand même, en Europe, on est des gros consommateurs d'antibiotiques en France, puisqu'on est à la 5e place des plus gros consommateurs, des plus gros prescripteurs d'antibiotiques en Europe, et c'est pareil pour d'autres médicaments. Donc, on aime beaucoup les médicaments en France. Alors, on était 4e en 2022, maintenant on est 5e, donc on a perdu une place. Néanmoins, on reste quand même avec des forts taux de consommation antibiotique en France par rapport aux autres pays européens. Et par exemple, quand on prend des pays qui sont pas loin de nous, les Pays-Bas qui sont quand même juste à côté, vous avez vu la différence, ce qui est vraiment très importante, 2 fois moins de consommation antibiotique aux Pays-Bas. Ça, c'est des chiffres européens. La prescription antibiotique et l'antibiorésistance en chiffres, et donc c'est intéressant puisque à gauche, vous avez 1/3 des patients hospitalisés en Europe reçoivent des antibiotiques.
que 30 à 50% des prescriptions d'antibiotiques peuvent être optimisées, c'est-à-dire probablement on peut ne pas les prescrire ou en tout cas moins longtemps. 25 000 décès sont déjà estimés liés à l'antibiorésistance en France, donc c'est pas quelque chose qui va arriver en Europe, pardon, c'est pas quelque chose qui va arriver en 2030, en 2050, c'est vraiment des décès qui sont liés dès maintenant à l'antibiorésistance. Et cette antibiorésistance coûte dès maintenant 1,5 milliard d'euros par an en Europe. Alors, le contexte actuel, on est passé OK, Europe, la France et la Normandie. Et ben, la Normandie, on est numéro 1 de la consommation antibiotique en établissement de santé. Donc, ce n'est pas la ville, mais quand même, on est quand même très, très haut, pareil par rapport à nos voisins. Vous avez ici la Normandie, on est à 354. C'est l'unité de mesure qui est donc les doses définies journalières pour 1000 journées d'hospitalisation. Bref, même unité de mesure, donc on peut tout à fait se comparer aux autres. Et donc la Normandie, on est à 354. Et vous voyez la Bretagne tout en bas, qui est quand même notre voisin direct, à 230. Donc il y a quand même une vraie forte consommation en Normandie qu'on a du mal à expliquer. Et puis vous avez vu ici l'évolution de 2012 à 2023. On a ici une nette augmentation des consommations antibiotiques en Normandie. Également en Normandie, on a une progression de l'antibiorésistance avec une augmentation des BLSE, des bêta-lactamases à spectre étendu, des bactéries qu'on appelle multirésistantes, mais également des BHRE, des bactéries hautement résistantes épidémiques. Et donc, de plus en plus, ces bactéries peuvent devenir difficiles à traiter. Et vous avez ici un exemple à droite où vous avez un antibiogramme d'une souche de Rouen, du CHU de Rouen, d'un des patients. Et donc, vous avez beaucoup de R, ça veut dire qu'il y a très, très peu d'antibiotiques sensibles, puis ils sont tous résistants. Il n'y en a que quelques-uns sensibles qui sont en particulier actifs dans les infections urinaires. Si ce n'était pas une infection urinaire, c'est beaucoup plus difficile de traiter le patient. Donc, on a vraiment un lien entre consommation antibiotique et progression de l'antibiorésistance. En Normandie, on est champion des antibiotiques, mais on est aussi champion de l'augmentin. Et c'est vraiment l'antibiotique numéro 1. Ça, c'est toujours des données qui sont en établissement de santé, mais c'est vraiment des données qu'on peut retrouver un peu en ville, moins marquées quand même, mais ça reste quand même une molécule très prescrite. Donc, vous avez le petit podium, numéro 1, l'augmentin, numéro 2, l'amoxicilline, numéro 3, la ceftriaxone. Donc, vraiment, on a une consommation, quand vous comparez ici le diagramme, la France est en bleu, et la Normandie, on est orange foncé et orange un peu plus clair, on est vraiment très au-dessus, même s'il y a une diminution un petit peu de la consommation en 2023. On s'est donc intéressé, nous, en tant que Normandie Bio, dans cette partie de nos prérogatives, à réaliser, grâce aux infectiologues et aux référents antibiotiques, un audit sur les prescriptions d'augmentants en établissement de santé. Et donc, le top 5 des indications, c'était bien sûr infection respiratoire, infection cutanée, infection digestive, mais également des choses qui sont un peu surprenantes qu'on a investiguées, qui étaient antibioprophylaxie, donc en post-opératoire systématique, qui n'étaient pas de 24-48 heures, mais plutôt de 10 jours, donc étaient très prolongées. Quand on regardait un petit peu la pertinence, c'est-à-dire est-ce que l'augmentin était le bon traitement à mettre, est-ce que c'était indiqué, on avait une antibiothérapie qui était tout compte fait non indiquée dans 10% des cas. 14% des cas, on aurait pu mettre autre chose que l'augmentin, donc de moins embêtant. Alors l'augmentin, je ne vous ai pas dit, excusez-moi, l'augmentin, c'est un traitement qui marche très bien, mais justement qui marche très bien sur beaucoup de choses. Et donc en fait, c'est ce qu'on appelle un spectre large. C'est un antibiotique critique qui a un fort impact sur le microbiote digestif. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'on est vigilant par rapport à l'augmentin, parce que ça reste très facile à prescrire, trop facile à prescrire, mais que c'est aussi très efficace pour modifier la flore digestive et la flore cutanée des patients. Je reviens à la pertinence. On avait quand même 76% des prescriptions qui étaient jugées indiquées. Mais néanmoins, à chaque fois, c'était toujours trop long. On a quand même une tendance à avoir des antibiotiques qui durent trop longtemps par rapport aux recommandations. Et on avait en moyenne 1 jour de trop par prescription. Ça, c'est des données nationales de ville. Donc, c'est un peu plus intéressant pour vous. On a ici à gauche prescription d'antibiotiques de 2013 à 2023. Donc, vous avez ici une baisse quand même significative depuis maintenant plus de 10 ans, avec une baisse bien sûr majeure en 2020 suite à la pandémie Covid. Et ça remonte jusqu'à retourner à l'avant-Covid avec une stagnation en 2023. Vous avez ici aussi des différences d'âge et différences selon les prescriptions et la saisonnalité. Et ce qui est vraiment important, c'est que les petits-enfants, 0-4 ans, il y a une grosse majorité de prescriptions antibiotiques qui se font à partir d'août jusqu'à décembre. Donc vraiment une grosse tendance saisonnale à cause des infections virales. Et quand on regarde un peu les chiffres, 86% des antibiotiques consommés en France sont délivrés en ville, pardon. Ça ne veut pas dire qu'ils ont été forcément prescrits en ville, mais il y a une délivrance qui est majoritairement en ville. Alors, le constat actuel en Normandie,
consommation antibiotique forte, on a vu, hein, en particulier l'Augmentin en établissement de santé. L'antibiorésistance qui progresse. Alors, bien sûr, j'ai mis établissement de santé, mais je pense que de plus en plus, vous avez des patients qui sont porteurs de bactéries multirésistantes, qui sont porteurs de bactéries hautement résistantes épidémiques, et donc qui sont à prendre en charge un peu différemment potentiellement. Et donc, cette antibiorésistance est corrélée, bien sûr, à la consommation antibiotique humaine, mais pas que. Et ça, c'est important, je voulais vraiment vous en parler. C'est un concept qu'on essaie de diffuser de plus en plus, qui est le concept One Health, une seule santé en français. C'est un concept de l'OMS qui est maintenant en train de vraiment être important dans tous les champs de la santé, puisque la santé humaine est en interaction avec la santé de l'environnement, en interaction avec la santé des animaux. Donc la santé des animaux, c'est bien sûr les animaux d'élevage, animaux domestiques, animaux sauvages. Et en fait, tout ça constitue une seule santé. Et donc l'antibiorésistance est liée aux consommations antibiotiques à l'échelle humaine, aux consommations d'antibiotiques à l'échelle animale, et également à la pollution de l'environnement par les résidus antibiotiques, notamment ceux émanant des usines de fabrication. Donc c'est peut-être un peu moins vrai. Et les hôpitaux. Et donc on prend les eaux usées en sortie du CHU de Rouen. On a bien sûr un taux important d'antibiotiques puisque c'est dans les effluents, et aussi bien sûr d'antibiorésistance. Et donc l'intérêt en fait du bon usage des anti-infectieux, des antibiotiques, c'est de préserver l'efficacité des antibiotiques. Et donc on passe à l'action, on peut tous passer à l'action, et comme disait Madame de Souza, c'est tout à fait possible aussi, vous, en tant qu'infirmière, infirmier. Alors le bon usage des anti-infectieux, c'est d'abord de moins prescrire. Est-ce que je peux m'abstenir de prescrire une infection virale? Une grippe ne va jamais guérir plus vite avec un traitement antibiotique. Aucun intérêt. Est-ce que je traite une fièvre isolée avec des antibiotiques? C'est pas non plus une très bonne idée. Est-ce que je peux différer un traitement? Je réfléchis, j'attends un petit peu, j'attends des résultats, je diffère l'antibiothérapie. Également, ça c'est vraiment beaucoup plus facile, évidemment, en milieu hospitalier qu'à domicile, mais est-ce que je peux réévaluer mon traitement entre 3e jour et 7e jour? Alors, est-ce que j'arrête le traitement? Est-ce que je fais une désescalade thérapeutique? Également, est-ce que je peux arrêter le traitement? C'est-à-dire qu'on peut même arrêter un traitement si le diagnostic d'infection bactérienne a été éliminé. Ça, c'est important parce qu'on se dit, bah mince, on a commencé, alors il ne faut jamais arrêter. Bah non, si on a commencé et qu'on se rend compte que ce n'était pas le diagnostic, on peut arrêter avant la fin du traitement. Et puis également, toujours penser à une durée limitée, la plus petite durée efficace, évidemment, le but n'étant pas de maltraiter le patient, mais de traiter aussi bien le patient en faisant moins. Le bon usage, c'est aussi de mieux prescrire. Donc, c'est le choix de la molécule, ça c'est vraiment très médical, mais ça peut aussi être une discussion à avoir avec le médecin en tant que vous, soignant. Et donc, c'est de trouver le plus étroit possible. Par exemple, pour un érysipelas qu'on appelle maintenant dermo-hypodermite aiguë bactérienne non nécrosante, est-ce que l'amoxicilline va être aussi efficace que l'Augmentin? Eh bien oui. Donc en fait, ça ne sert à rien de mettre de l'Augmentin. Les recommandations, c'est amoxicilline, et pour une durée de 7 jours, même si la peau reste toujours rouge, par exemple. La posologie, donc on peut trouver la plus faible active, bien sûr selon le poids du patient, selon le site infectieux, selon la clairance de la créatine, etc. Et puis également la voie d'administration. Ça, je pense que c'est intéressant pour vous à domicile. D'ailleurs, c'est très peu fait, bien sûr, la voie parentérale, on en reparlera avec la ceftriaxone, mais c'est vrai qu'en milieu hospitalier, on a tendance à tout mettre en perfusion. Et il y a des molécules antibiotiques qui marchent aussi bien, qui n'ont aucun intérêt en IV, et qui marchent aussi bien en voie orale. Et donc, c'est le cas des fluoroquinolones, du Bactrim, du Flagyl, du linezolide, des cyclines ou de la clindamycine. C'est vraiment intéressant de faire ça. Alors ça, vous pouvez tout à fait scanner le QR code, ça vous renvoie sur le site de Normantibio. Et donc, vous avez les outils de Normantibio directement avec le QR code. Les outils sont soit des outils régionaux, soit des outils de promotion d'outils nationaux, soit ils sont co-construits avec le CEPIAS, avec l'OMENIT, avec des groupes de travail régional, et également en interrégion. Donc, en tout cas, ils sont totalement à disposition sur le site de Normantibio et d'autres structures. Alors, par exemple, comme outil, je pense que ce n'est pas forcément très intéressant pour vous, mais je vous le présente rapidement quand même. C'est que, comme je vous dis tout à l'heure, on surveille un peu la consommation des antibiotiques en région. Vous avez bien vu, on a des données qui sont établissements de santé, des données de santé également de consommation en ville. Également, on suit un peu la résistance. Donc, c'est intéressant d'avoir ces données-là. C'est plus nous pour gérer la structuration régionale, et aussi pour aider les EMA. Je pense que c'est un peu moins vous sur le terrain. Ça me semble compliqué que vous lisiez un rapport régional de plusieurs pages sur l'Augmentin, par exemple.
Ça, c'est un outil qui est destiné aux établissements de santé. Néanmoins, je voulais quand même vous le présenter. C'est vrai que suite à l'audit Augmentin, quand on s'est rendu compte qu'on était beaucoup à prescrire vraiment trop régulièrement et trop longtemps de l'Augmentin, on a essayé de comprendre pourquoi. Pourquoi en Normandie, on était surprescripteur d'Augmentin. On n'a pas vraiment trouvé de réponse. On n'a pas plus d'infections respiratoires, on n'a pas plus de patients fragiles, on n'a pas plus de patients âgés, on n'a pas moins de patients vaccinés, en particulier pour la grippe. Et donc, c'est vrai qu'on s'est dit, bah, tant pis, on va essayer de trouver un outil qui permet de ne pas débuter une antibiothérapie, sauf dans des situations particulières, donc un peu comme une checklist à cocher avant de débuter un traitement antibiotique. Et donc, je ne prescris pas d'antibiotique, sauf si j'ai une suspicion d'infection bactérienne et un site infectieux clairement identifié ou antécédent terrain à risque, donc immunodépression, splénectomie, neutropénie par exemple, ou une urgence. Si le patient, bien sûr, est hypotendu ou en choc septique, il faut débuter un traitement antibiotique. Et enfin, prélèvement microbiologique pertinent fait, hémoculture, ECBU, bien sûr, le cas échéant, ce qui est intéressant. Donc ça, on est en train de le diffuser en établissement de santé pour surtout inciter les médecins, les prescripteurs internes et docteurs à réfléchir avant de prescrire un antibiotique. Plus intéressant pour vous, pour la ville, c'est l'ordonnance pour infection virale. Depuis maintenant plusieurs années, l'assurance maladie avait créé un document qu'on appelle l'ordonnance de non-prescription, qui est donc un document créé pour que le médecin généraliste qui voit un patient en consultation avec une infection virale ne délivre pas une ordonnance pour un antibiotique, mais délivre une ordonnance de non-prescription d'antibiotiques pour une infection virale. Alors, il y a eu plusieurs travaux qui ont été faits, en particulier en Normandie. Le document était bien accepté par les usagers et par les patients. Et en même temps, le fait d'avoir de non-prescription, pas mal de petites choses qui manquaient. Il manquait les gestes barrières, la Covid-19 après 2020. Et donc, en fait, on l'a travaillé en interrégion pour changer en ordonnance pour infection virale. C'est plus facile parce que le patient a vraiment une infection. C'est une vraie ordonnance pour un vrai problème. Et donc, on a créé cette ordonnance-là. Vous avez l'original ici, donc on s'est quand même clairement inspiré. On a vraiment repris le design pour faire une ordonnance pour infection virale à destination des patients qui présentent une infection virale plutôt respiratoire, comme vous pouvez le voir, rhinopharyngite, Covid-19, grippe, angine virale, bronchite aiguë, otite aiguë, un rappel des gestes barrières, des conseils et bien sûr un lien vers Antibiomalin. Antibiomalin, c'est un site à destination des usagers, des patients, pour expliquer les infections courantes. Et puis on l'a présenté, on a présenté ce document en réunion nationale et donc les pédiatres ont dit « et nous, et les enfants ?» Alors on a fait une deuxième version qui est NoPIV pédiatrique, Titopiv, comme dit le Joanne Massic, qui a été relu par des pédiatres évidemment, avec, vous avez vu, des couleurs différentes, des petits pictogrammes différents, et on a bien sûr rajouté la bronchiolite. Vous vous rappelez tout à l'heure la majoration des prescriptions d'antibiotiques 0-4 ans dans la période août-décembre, qui est bien sûr due à l'épidémie de bronchiolite annuelle. Et puis également, on s'est dit, les pharmaciens et d'autres infirmières au niveau national, on se dit, et nous? Et donc, on a créé aussi une information pour infection virale. Vous avez vu toujours avec la même charte graphique, les mêmes indications, les mêmes gestes barrières. Et donc, on a créé ce document-là. Ce qui est important, c'est que ces ordonnances-là, pour l'instant, elles sont en cours de relecture par la CNAM. Donc, nous, on a le droit de les diffuser en région, mais elles ne sont pas diffusées au niveau national, alors que c'est un groupe de travail interrégional. Il y a 4 régions qui sont concernées. Donc, pour l'instant, la CNAM, donc l'assurance maladie au niveau national, semble intéressée par les documents, est en train de réfléchir si elle les adopte ou pas, ou en tout cas si elle les fait évaluer par un circuit de validation assez long, et on devrait pouvoir les diffuser en 2026. Donc, on va dire que la temporalité est un petit peu longue. Néanmoins, ces affiches-là, je vous dis, vous pouvez les trouver directement sur le site de Normantibio. On peut les diffuser en région. On a également une affiche, alors qui est un peu petit là, mais c'est une affiche avec les rappels des gestes barrières et le risque de sélectionner des mutants résistants à mauvais escient quand on prend des antibiotiques à mauvais escient. On a également comme projet rapide de mettre à jour un petit film qui était disponible sur YouTube, pareil, qui explique aux patients pourquoi ne pas prendre d'antibiotiques régulièrement. Et donc, j'avais mis horizon fin 2025, c'est plutôt mi-2026 pour la diffusion de ces trois ordonnances. On n'a pas le droit de la diffuser, mais en gros, servez-vous, quoi. C'est ça. Autre
avec l'ARS, qui est vraiment très usagé, mais c'est plutôt tenir à votre connaissance. Donc des fiches réflexes qui sont créées avec l'ARS sur vraiment des gestes de la vie quotidienne ou des gestes de santé quotidienne en famille. Et donc on a créé 2 fiches, une fiche sur les antibiotiques, une fiche sur les infections virales. Donc ces fiches, elles se présentent comme ceci. Elles sont pareil disponibles sur le site de l'ARS ou le site de Normantibio. Et donc, c'est mon enfant doit prendre un antibiotique. On a revu un peu les consignes pour respecter les doses prescrites, etc. Et mon enfant est malade, c'est viral, pas d'antibiotique. Donc, je n'aurai pas d'antibiotique pour mon enfant, mais c'est normal. Donc, à chaque fois, on explique et on renvoie sur les différents sites et les conseils. C'est une autre façon de voir les choses, c'est l'éco-prescription des antibiotiques. Et en fait, quand on pense à l'impact des prescriptions, aussi à l'impact carbone des prescriptions d'antibiotiques, et ben en fait, quand on veut faire mieux aussi pour la planète, et ben il faut faire mieux tout court dans la prescription. Et donc, on a repris les grandes thématiques du bon usage, qui est de moins prescrire, qui est également de mieux prescrire avec la durée de traitement, et qui est également de prescrire différemment en tenant compte de l'empreinte carbone, l'empreinte environnementale de la prescription. Et donc, par exemple, des petites choses à retenir, c'est toujours la forme orale, on en a parlé tout à l'heure pour l'efficacité, mais également pour l'empreinte carbone, le fait de prescrire oralement a beaucoup moins d'impact que de prescrire en perfusion. Et puis, un autre exemple, c'est vrai, plus hospitalier, encore que, vous voyez, par exemple, quand on compare 1 gramme d'amoxicilline, si vous donnez 2 gélules de 500 mg, ça a un impact plus important sur l'environnement que 1 gramme d'emblée d'amoxicilline. Et c'est pareil pour le céfotaxime ou encore l'orbénine, qui est vraiment pour le milieu hospitalier en perfusion continue ou en perfusion discontinue. La perfusion continue est vraiment plus intéressante sur le plan environnemental. Donc, c'est intéressant d'ouvrir un peu la discussion du bon usage des anti-infectieux sur aussi l'impact écologique de la prescription. Ça va vachement en termes d'outils, c'est quand même pratique aussi de s'appuyer sur le travail de l'Eumédite sur les écrasables. Oui. Ça évite quand même. C'est une réflexion qui est très pharmaceutique finalement. Parce que nous, quand je m'imagine un infirmier à domicile, bon, on prend les boîtes qu'on nous donne. Mais bon, c'est bon à savoir. C'est vrai que je n'ai pas mis ça comme lien, mais c'est une très bonne remarque. L'Eumédite Normandie fait vraiment des travaux très intéressants et met à disposition ce document Excel qui est mis à jour tous les 2 mois sur les médicaments écrasables. C'est vraiment intéressant pour les patients, bien sûr, qui ont des troubles de déglutition, pour savoir si vous avez le droit d'écraser, faire fondre, diluer, ouvrir les gélules, etc. C'est vraiment super. Vous mettez directement sur un moteur de recherche Eumédite médicaments écrasables. Et l'avantage, c'est qu'en écrasant les médicaments, ça ne consomme pas de CO2, ça n'émet pas de CO2 et ça ne consomme pas de pétrole. Tout à fait. Que les muscles de l'infirmière qui écrasent. Après, il y a peut-être encore 2-3 infirmières à pétrole, mais je ne sais pas, j'en connais pas personnellement. Non, après, je pense que c'est important quand même qu'on ait cette notion. Alors, même si chez le sujet âgé, des fois, qui est quand même notre grande majorité de patients qu'on prend en charge, on adapte un peu avec ce qu'il accepte de prendre aussi. Voilà. Mais la réflexion d'éco-consommation sur le produit, elle est, je vois par exemple pour les aérosols, on sait très bien que c'est pas forcément top les aérosols, sauf qu'avec la chambre d'inhalation pour le sujet âgé, avec l'aérosol, on est quand même plus efficace que quelque chose qui peut pas inhaler. Donc voilà. Bien sûr. Mais je pense que faut y réfléchir globalement. Ouais. Il y a un gros travail en cours justement sur les médicaments, les traitements inhalés. Et donc c'est vrai qu'en fait, on ne veut pas tendre vers un arrêt des sprays comme la ventoline, mais plutôt en effet chambre d'inhalation, comme vous dites très bien juste avant, qui permet de bien diffuser le produit. Après, c'est des réflexions, c'est aussi des prescriptions des pneumologues qui prescrivent quand même beaucoup de choses sans forcément penser au gaz qui est compris dans le système d'inhalation. Mais on s'éloigne un petit peu de l'antibiothérapie, mais tout à fait. Alors, juste rapidement, ça c'est pour vous dire qu'il y a des recommandations qui sont éditées régulièrement. C'est très médical, c'est vrai. Après, c'est assez facile à lire. C'est un document synthétique de 2024 qui reprend la durée d'antibiothérapie pour des infections courantes. Donc, infections courantes, vous avez vu, c'est infection urinaire, infection ORL, infection cutanée. Donc, ça peut être intéressant pour vous d'avoir, mais c'est pas vous qui allez gérer la prescription, mais de dire ah bah tiens, il a prescrit 10 jours pour une BPCO, j'ai vu que c'était 5. Bon, je pense que vous pouvez être des fois amené aussi à discuter avec le médecin généraliste du patient. Alors, qui dit bon usage des anti-infectieux dit aussi BUD. BUD, ça veut dire bon usage diagnostique et non pas bilan urodynamique, s'il y a des infirmières qui aiment bien l'urologie ici. Donc, en fait, c'est important parce que le bon usage diagnostique, c'est se dire je proscris les examens systématiques au cas où ou de principe que régulièrement on fait en tant que médecin.
Le proscrire aussi la répétition d'examens similaires en l'absence de changement de situation clinique, c'est-à-dire, je refais pour vérifier la protéine C-réactive, la CRP, tous les 2 jours. Je vais quand même faire une NFS tous les 3 jours, des choses comme ça. Et puis proscrire également des examens qui ont un peu la même valeur, c'est-à-dire je prescris et une CRP et une PCT, une procalcitonine, qui est vraiment un examen qui est fait plutôt en milieu hospitalier, mais qui n'a pas forcément d'intérêt. Les messages clés du bon usage diagnostic, c'est une infection est un diagnostic clinique avant tout. Il n'y a pas d'intérêt à faire un bilan de contrôle systématique de l'inflammation dans le sang, ni à répéter 6 baisses. Pas de CBU si pas de symptômes d'infection urinaire. Pas d'écouvillon cutané, sauf cas particulier. Pas de recharge de clostridium difficile si pas de diarrhée. Et avant de prescrire, toujours réfléchir à l'impact du résultat sur la prise en charge. Alors, on m'a demandé de parler des plaies. J'en parle assez rapidement. On pourra refaire un autre focus un jour, je pense. Mais donc, c'est important parce que dans la mouvance un peu de ce diaporama que j'ai bien sûr emprunté au niveau national, en fait, dans les sites non stériles, et c'est le cas de la peau, c'est le cas d'une plaie, d'une escarre, d'un liquide de fistule cutanée ou des muqueuses, ce n'est pas stérile. Donc forcément, votre examen, la culture sera toujours positive. C'est important, c'est-à-dire que quand vous faites un prélèvement à ce niveau-là, donc quand je vous disais peau, plaie, muqueuse, mais muqueuse, vous avez vu, c'est ORL, conjonctivale, digestive, urogénitale, ça sera toujours positif. Donc en fait, ne pas prélever, sauf si on recherche quelque chose de particulier. Et si on recherche quelque chose de particulier, donc là, vous avez à gauche vraiment la partie écouvillon. Je n'aborde pas aujourd'hui les expectorations, mais pour écouvillon, vous voyez, au niveau de la peau, il n'y a que 2 choses qu'on pourrait se poser comme question, c'est le dépistage d'un portage, de staphylocoque doré et également une recherche de bactéries multirésistantes. Alors, une notification quand même. Normalement, les recommandations pour dépister un patient porteur d'une bactérie multirésistante, vous avez juste ici, c'est très bien marqué. Nasal, c'est pour rechercher le Staphylococcus aureus multicine résistant. Et au niveau anal, c'est les bactéries multirésistantes digestives, ce qu'on appelle les BLSE ou les BHRE. C'est vraiment différent. Donc, il y a très peu, voire zéro indication à faire un prélèvement local. Et donc, en fait, ce même groupe de travail national a créé cette affiche. Écouvillon sur une lésion, à quoi bon? Et puis, si jamais on se pose la question, on peut appeler les collègues du CEPIAS aussi. Tout à fait. Ou de l'équipe mobile d'hygiène locale. Mais c'est vraiment pour vraiment un projet de dire je veux voir si le patient est porteur d'une bactérie multirésistante et non pas je veux savoir s'il y a du staphylocoque, un Escherichia coli et du streptocoque dans la plaie. Autre bon usage diagnostique, c'est l'ECBU, qui est quand même très fréquemment fait également. Alors, il y a 2 affiches pareil, du même groupe de travail sur le bon usage diagnostique. C'est est-ce bien utile? Un ECBU positif ne suffit pas au diagnostic d'infection urinaire. Ne prescrivez un ECBU que si vous suspectez une infection. Et puis également, ces urines sentent mauvais, je prescris un ECBU. Les urines malodorantes et aux troubles isolés ne justifient pas de prescrire un ECBU. Quand on revient à ça, pas de ECBU si urine malodorante ou purulente isolée, pas de symptômes. Contrôle en fin de traitement systématique, ça c'est vraiment pas recommandé. Par contre, on fait un ECBU si on a des signes fonctionnels urinaires et ou de la fièvre. Femme enceinte asymptomatique, ce sont les recommandations. Et avant un geste, avant une chirurgie urologique, c'est important de dépister une colonisation urinaire et ce sera le seul cas où on traitera une colonisation. Alors, je ne pouvais pas ne parler d'urine sans parler de ce petit Big Bang récent, puisqu'en fait, il y a un microbiome urinaire. Alors, les microbiotes, vous savez, c'est l'ensemble de la flore. On dit maintenant microbiote, c'est un peu plus scientifique, on va dire. Vous avez chez la femme un microbiote vaginal, un microbiote urinaire et un microbiote digestif. Et en fait, tous ces microbiotes, vous avez vu, partagent des bactéries communes, et donc elles sont vraiment en relation. Et le microbiote urinaire est composé à 2/3 d'espèces en commun avec l'intestin et 32% d'espèces en commun avec le vagin. Et en fait, on arrive à dire que tout compte fait, les urines ne sont pas stériles. C'est-à-dire qu'il y a un microbiome urinaire, un urobiome. Elles n'ont jamais été stériles, mais c'est des bactéries qu'on ne trouve jamais, qui sont difficilement cultivables, qu'on n'a trouvé que par biologie moléculaire, etc. Et donc, c'est important parce qu'en fait, quand on a une colonisation urinaire et qu'on traite à mauvais escient, et ben, en fait, les antibiotiques vont être inutiles, délétères et iatrogènes puisque ça va modifier le microbiome urinaire et donc va entraîner possiblement une dysbiose, donc en fait, faire le lit, cette fois-ci, d'une vraie infection urinaire avec un vrai uropathogène qui prendra la place de ces bonnes bactéries qui sont là pour protéger le patient. Alors, également des nouveautés. Comment effectuer un ECBU? Préférer les urines du matin, ça n'a pas changé. Par contre, ce qui a changé, c'est la toilette. Il n'y a plus d'indication à nettoyer au savon
ni à l'antiseptique avant de faire un ECBU. C'est une toilette à l'eau claire. Et puis également, c'est important toujours de bien éliminer le premier jet, car il est contaminé souvent par la flore périnéale. Vous avez vu le microbiote vaginal et périnéal. Et donc, c'est globalement un volume qui est assez conséquent, parce que c'est quand même le volume d'un espresso qu'il faut évacuer, ou en tout cas qu'il faut enlever avant d'envoyer le prélèvement au laboratoire. C'est pas que pour les infirmières qu'on a fait cette allégorie de l'expresso, même si on sait que vous aimez prendre du café entre deux tournées et les offrir d'ailleurs à vos collègues. Ça sent le vécu. Bah oui. Il y a des collègues sympas qui me payent un café, Elise, tu vois. Mais, très bien, j'ai noté. Focus ceftriaxone, comme ça m'était demandé, dans la ceftriaxone qu'on appelle Roséfine, dans le nom commercial en ville en particulier. C'est donc une céphalosporine de 3e génération, dans la famille des bêta-lactamines, donc c'est un dérivé entre guillemets de la pénicilline. C'est un antibiotique qui fait partie des antibiotiques critiques, particulièrement générateurs de résistance. Donc en fait, c'est des antibiotiques qui ont un impact important sur le microbiote digestif, mais aussi, comme on l'a vu juste avant, le microbiote urinaire et le microbiote vaginal chez la femme. Donc c'est un spectre d'action qui est large, ça c'est vraiment important. C'est un antibiotique qui marche sur beaucoup de choses. Donc c'est un antibiotique qui est actif sur les bacilles à Gram négatifs, Escherichia coli, Klebsiella, les streptocoques, les staphylocoques. Par contre, c'est inactif de manière naturelle sur Pseudomonas aeruginosa, donc le piocyanique, sur les entérocoques, les staphylocoques multicilline résistants, le fameux SARM, ou les anaérobies. Alors, les indications en ville, je fais volontairement assez peu pour essayer de aussi faire ticker. Si vous voyez beaucoup de prescriptions de ceftriaxone, il faut se poser la question. Les indications en ville, c'est vraiment les infections urinaires qu'on appelle parenchymateuses, donc avec de la fièvre, comme les pyélonéphrite et les prostatites, et la pneumopathie sévère. Alors, la demi-vie est élevée de la ceftriaxone, donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on ne fait qu'une injection par 24 heures. C'est quand même assez pratique. Vous avez ensuite une fiche qui a été éditée par un groupe de travail pluridisciplinaire du CHU de Rouen sur l'administration de la roséfine, donc la ceftriaxone. Et vous avez 3 modes d'administration. IV, intramusculaire ou sous-cutané. Et donc en IV, vous avez 2 façons de le faire, soit en IVD, injecté lentement sur 5 minutes, soit en perfusion IV, et c'est plutôt sur 30 minutes. En intramusculaire, c'est uniquement pour la forme jusqu'à 1 gramme maximum, et il faut surtout avoir la lidocaïne, sinon ça fait très mal. Et puis surtout pour les gens qu'on n'aime pas, personne fait d'IM, on est d'accord. Moi, j'avoue que nous ne prescrivons jamais, et je ne fais jamais de sortie de patients sous ceftriaxone en intramusculaire. Par contre, la sous-cutanée, on en fait nous très régulièrement à l'hôpital, et c'est le cas aussi en EHPAD. Vraiment, il faut vraiment privilégier la perfusion sous-cutanée, je l'ai souligné, pour la meilleure tolérance locale. En fait, quand on fait des injections sous-cutanées directes, c'est souvent mal toléré, ça fait quand même un volume qui est assez conséquent, et ça peut donner des nécroses cutanées. D'où l'alerte, il y a maintenant, je dirais, 5 ans, de la NSM, qui avait dit contre-indication à la ceftriaxone en sous-cutanée, c'est interdit de le faire. Volet de bois vert auprès des gériatres, en particulier en EHPAD ou dans les services, volet de bois vert des infectiologues qui ont dit mais attendez, il faut juste bien sûr réfléchir à la prescription et le prescrire correctement, et donc favoriser la perfusion sous-cutanée plutôt sur 30 minutes, voire des fois 45 minutes, pour augmenter la tolérance locale. Il y a 2 questions qui se posent automatiquement, c'est que il y a quand même, ça traîne beaucoup dans la tête des prescripteurs que c'est de l'IM. Donc on peut compter aussi sur vous, les infirmières, pour dire on peut faire du sous-cut avec les mêmes règles. Et puis il faut les rassurer aussi, les prescripteurs, dans le sens où on est malgré tout, Élise, on est encore hors AMM pour le sous-cutané. Tout à fait. Voilà, après, j'ai envie de dire, beaucoup d'antibiotiques sont hors AMM, de doses, etc. Enfin, on est vraiment, mais c'est une prescription d'infectiologue, c'est vrai. Néanmoins, là, c'est quand même marqué, et en fait, ça apparaît dans pas mal de recommandations. Donc, au bout d'un moment, il faut aussi être pragmatique. Et puis, pour finir, c'est un point important aussi, c'est que l'acte infirmier n'est peut-être, alors ça, je demanderai peut-être à Sandrine ou à Valérie, mais l'acte infirmier n'est pas le même d'injecter direct ou de faire une petite perfusion. Je sais. En fait, aujourd'hui, si on nous prescrit, ce qui va nous poser souci, c'est le pochon de sérum et la réalisation de l'acte infirmier. Moi, les sorties, elles se font sauf par prestation pour la sous-cut perfusion, et qui n'est pas forcément liée à un prestataire. Ça peut très bien se faire avec le pharmacien, à condition que ce soit bien libellé, et réalisation d'une perfusion, parce que c'est la prescription habituelle, c'est réalisation d'une injection, et c'est complètement différent. Voilà.
je trouve que je fais encore beaucoup, en écoutant votre propos, je trouve que je fais encore beaucoup trop d'IM en routine, voilà. Et qu'effectivement, la seule point d'alerte sur l'IM, c'est quand ils sont sous anticoagulants et qu'on a tendance à passer en sous-cut, mais ça reste quand même de l'injection lente et pas de la perfusion. Voilà. Donc, alors, oui, j'ai oublié de préciser, mais c'est marqué juste après. Contre-indication à l'intramusculaire, c'est l'anticoagulant efficace. Donc, Eliquis, Xarelto et bien sûr, évidemment, Préviscan et Coumadine. La sous-cutanée est possible. Voilà, c'est ça. Mais souvent, c'est un point d'alerte qu'a l'infirmière en allant injecter. Voilà. Voilà. Maintenant, il y a un vrai travail sur. Je pense que ça pose pas de sujet pour les prescripteurs de la passer en sous-cut à la place de l'IM. C'est juste une méconnaissance. Il faut les éduquer. Mais il faut juste qu'il y ait. Mais le problème, c'est que souvent, c'est des prescriptions qui sortent de l'hôpital et que c'est plus compliqué pour les joindre. Voilà. Mais il y a un travail. Je pense que le vrai travail à faire, c'est de se dire qu'en fait, il faut qu'ils prescrivent une perfusion sous-cutanée à la place d'injection sous-cutanée et on s'arrivera pas. Tout à fait. Autre donnée importante, donc effet indésirable, je pense que c'est important de le savoir quand même. Donc c'est l'allergie, hématotoxicité, troubles digestifs, les troubles neuropsychiques, bon, c'est un peu excessif, c'est vraiment en cas de surdosage. Et bien sûr, on vient de le dire, injection locale, attention, intramusculaire ou sous-cutanée, c'est la douleur, pour l'intramusculaire en particulier, même avec la lidocaïne, et le risque de nécrose en sous-cutanée, mais quand on fait des injections. Vous voyez, c'est marqué association des conseillers, médicaments néphrotoxiques, interaction possible avec les antivitamines K. Bon, ça reste modéré. Je pense qu'il faut aussi se souvenir que la durée, je pense qu'une durée de traitement de ceftriaxone supérieure à 5 à 7 jours, il ne faut pas hésiter à toquer auprès du médecin traitant en disant c'est quand même bizarre, la durée est très longue pour un antibiotique qui est quand même très large spectre et qui peut être quand même mal toléré au long cours, sauf bien sûr indication particulière, mais ça reste aussi peut-être de votre prérogative, je pense, de dire je trouve ça un peu long comme antibiothérapie. Alors, en conclusion, le but du bon usage des anti-infectieux, c'est de préserver l'efficacité des anti-infectieux. Qui dit bon usage des anti-infectieux, c'est bon usage diagnostique. Et là, vous avez vraiment un rôle à jouer aussi en se disant, tiens, oui, j'ai une plaie, mais non, je vais pas prélever parce que ça va être polymicrobien et qu'est-ce qu'on va faire? Il faut aussi bien se dire que quand on a un résultat positif, c'est compliqué de fermer les yeux. Donc, par exemple, on a très bien montré, on a fait un travail récemment avec le CEPIA sur le CBU en EHPAD, et il y avait un nombre conséquent de colonisations, c'est-à-dire de CBU positifs sans symptômes, et la moitié a été traitée. Donc, en fait, vraiment, c'est compliqué pour le docteur, mais aussi pour le soignant, de voir un résultat positif et de ne pas le prendre en compte. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire des couillons parce que ça sera forcément positif, comme on le disait, parce que c'est des sites qui sont non stériles. Alors, moins et mieux prescrire, donc c'est le respect de l'indication, le choix de la molécule, la posologie, la voie d'administration, en essayant de penser à la voie orale, la durée de traitement la plus courte possible et de réévaluer. Et donc, les liens utiles, c'est Antibioclic. Alors, je ne suis pas sûre que vous puissiez en tant qu'infirmière, mais ça vaut le coup qu'on se renseigne. Antibioclic, c'est un site d'aide à la prescription nationale pour les médecins généralistes, mais aussi pour les sages-femmes. L'intérêt, c'est qu'en quelques clics, vous avez un avis infectieux, entre guillemets, en tout cas un avis thérapeutique. Encore faut-il savoir ce que vous traitez. C'est quand même très, très bien fait. Le site infectiologie.com, donc c'est le site des infectiologues de France. Ça reste assez livresque, mais vous avez tous les documents. Les recommandations sur les durées d'antibiotiques, les fiches HAS, il y a aussi tout sur le site de Normand Antibio, c'était plus simple. Et puis pensez à appeler les avis infectieux, parce qu'en fait, on est vraiment là aussi pour répondre à vos questions. Et moi, j'ai déjà eu plusieurs avis d'infirmières et bien sûr, on y répond sans souci. Je vous remets la carte en fin de diaporama des infectiologues en place et sur la répartition. Vous avez ici les vrais numéros de téléphone. Vous aurez bien sûr le diaporama par la suite. Je vous remercie de votre attention. J'ai pris un peu les moments forts, je crois, de la présentation. Donc, le One Health, l'ordonnance pour infection virale, mais la version infirmière, donc information pour infection virale. Le premier G, le lait couvillon, et bon usage diagnostique et bon usage des antibiotiques. Et également en complément, on peut également vous proposer, si ce type d'information, si le webinaire vous a plu, de vous inscrire en e-learning, qui sont une base donc, de données de formation vraiment format court sur l'antibiorésistance, sur les infections urinaires, avec des images, vidéos et des quiz pour s'auto-évaluer.
des e-learning qui sont portés par le CRATB et le CEPIAS. Et donc ça, c'est sur inscription. Et ça va démarrer d'ici du premier semestre 2025, si cela vous intéresse. Et il y a des lots à gagner, bien entendu. Ah oui, c'est vrai. Je vous remercie de votre attention pour répondre à vos questions. Merci beaucoup pour cette présentation fort instructrice. Moi, j'ai une question sur, vous avez dit au tout départ qu'il y avait des prescriptions qui étaient faites une journée supplémentaire. Oui. Enfin, une journée de trop, je ne sais pas comment vous dites, en trop, voilà. Ça a quoi comme impact sur la résistance derrière cette journée supplémentaire par rapport au reste? C'est compliqué parce que ça, c'est trop difficile à évaluer, parce que vous avez vu, c'est vraiment multifactoriel l'antibiorésistance. Par contre, ça a été évalué en nombre de prescriptions, un peu en volume. Il y a quelques années en France, ils avaient dit que les prescriptions d'Augmentin en ville, qui étaient en moyenne un jour trop longues, si on avait permis d'avoir une bonne durée, ça permettait d'économiser 8% de la consommation annuelle. Donc ça veut dire que chaque prescription compte. C'est quand même majeur de se dire qu'en fait, quand on fait tous un effort de bien compter les jours sur nos doigts, de faire 7 jours et pas 8, et ben en fait, on économise jusqu'à 8% de la consommation annuelle. Donc c'est quand même assez important. Il y a plein d'erreurs comme ça. Vraiment, les erreurs dans l'audit Augmentin, c'était ils n'ont pas été comptées les doses aux urgences. N'ont pas été comptées les doses à la maison. Ou alors des fois, le patient ressort avec 7 jours alors que c'est 7 jours total d'antibiotiques, c'est plein de choses comme ça, c'est un peu d'inattention des prescripteurs. Et donc, on est en train d'attirer l'attention, nous, alors localement en tant qu'infectiologue, mais aussi en région, pour dire, en fait, il faut juste prendre le temps de, voilà, on prend 2 minutes de plus pour faire la prescription d'antibiotiques. Ça, en antibiothérapie IV, je trouve que c'est relativement bien dit ce qui a été fait à l'hôpital et jusqu'à combien de jours on veut en ville. C'est beaucoup moins vrai sur le féros. Et pourtant, le féros, des fois, peut être aussi efficace que l'IV, donc je pense qu'il y a par exemple, quand on compare les C3G pour une génération orale, Aurelox, etc., en fait, ça a autant d'impact sur le microbiote que la ceftriaxone. Donc, non, vraiment, les antibiotiques oraux ont un gros impact sur le microbiote digestif, et on a vu aussi urinaire et vaginal chez la femme, et donc c'est important de réfléchir. Et en effet, je pense que le côté péros se dit, c'est pas trop grave, donc on peut continuer un peu plus longtemps. Je pense qu'il y a un peu cet effet-là. Surtout celui du patient qui dit il m'en reste un peu, je vais continuer à le prendre. Enfin, encore un peu ça. C'est aussi pour ça que, c'est aussi pour ça, je pense que c'est important de, de vous avoir avec nous, parce que je pense que les patients écoutent beaucoup les infirmières à domicile, beaucoup plus que le docteur, à mon avis. En même temps, il les voit plusieurs jours. Le docteur, mais non, mais c'est pas du tout. Entre deux. C'est un constat. Ils ont peur, les infirmières à domicile, parce que c'est piqueuse. Non, mais on pique pas, on donne des péros. En même temps, je trouve que ce serait vraiment le traitement, enfin pour moi, l'antibiotique qui devrait être délivré au comprimé par les pharmaciens. Moi, je trouve sache que c'est possible, Valérie, ça existe. Oui, je ne vais pas être très copine avec les pharmaciens si je leur demande de me donner un petit sachet. Si tu mets ça en place dans le cadre d'un protocole au sein d'une MSP, c'est tout à fait possible. Et puis après, on discute les ACI avec la CEPAM. T'inquiète pas qu'on sera là pour vous appuyer derrière. Ça existe dans certaines régions, les pharmaciens le font et ça responsabilise vachement le patient aussi sur le sujet, mais ça aussi, ça soulage d'une charge mentale le prescripteur et vous qui délivrez. En fait, c'est quelque chose qui peut se mettre en place au sein d'une équipe. Je trouve qu'aujourd'hui, ça a une vraie valeur ajoutée avec l'antibiorésistance dont on parle. Et effectivement, moi, je la mettais plus lointaine que ce que vient de nous présenter Élise. Je pense qu'en fait, elle est déjà là. Voilà, mais c'est un vrai travail. Et ça, pour le coup, en tant que professionnel de proximité, on a notre place. Oui, tout à fait, clairement. Je pense que c'est important de dire, c'est dès maintenant qu'il faut faire l'effort de réfléchir à chaque prescription. Bon, soyez pas trop démoralisés quand même. J'aurais une petite question. Oui, bien sûr. Vous parliez tout à l'heure des patients qui ont des antibiotiques au long cours. Oui. Ce n'est pas toujours nécessaire. Non. Comment on peut savoir, par exemple, parce que j'ai le cas d'un de mes patients. Oui. À qui je gère les médicaments. Ouais. Il a de l'Augmentin 3 fois par jour, il a du Valaciclovir 2 fois par jour, mais au long cours, toute l'année. Comment je peux savoir si c'est... Et l'Augmentin, c'est depuis quand? Je sais pas, plusieurs années.
Bon, alors, on va d'abord donner un Xanax au docteur Fio. On va faire une pause technique. Comme en plus, c'est une prescription hospitalière. Hein, donc, mais c'est quel service? En fait, je pense qu'il faut. Vous avez le droit. Sincèrement, là, comme ça. Moi, je prescris tous les jours des antibiotiques au long cours. Donc, rassurez-vous, je n'ai rien à dire de ce côté-là. Mais Augmentin, ce n'est pas du tout une molécule à mettre au long cours. Donc, il doit y avoir un problème. Il y a un problème de réévaluation. Heureusement que vous l'avez souligné, du coup. Mais non, mais en fait, ma question, c'est comment moi je peux. Comment ça peut être appel du médecin traitant en disant quand même là, moi je m'inquiète un peu. Mais moi, c'est pas le médecin traitant qui les prescrit. J'entends bien, mais c'est le médecin traitant qui va pouvoir contacter. Parce que en fait, soit vous appelez-vous directement dans le service pour avoir le médecin référent qui prescrit le médecin spécialiste du service hospitalier, soit c'est le médecin traitant qui prend en charge ce problème-là. Mais après, c'est vous qui voyez. Moi, je vous dis que les deux sont possibles. Soit vous passez par médecin traitant pour dire, bah là, quand même, moi, ça me fait tiquer. Parce que des fois, il n'y a pas forcément au courant. Hein. Le médecin traitant n'est pas forcément au courant des prescriptions. Hein. Merci de nous défendre, Elise. Merci. Comment? Merci de nous défendre. Non, mais attends, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, moi. Et non, donc, mais par exemple, les gens disent, j'ai pas tout ramené. Super, donc moi, je suis pour être un peu aussi donner d'autres pistes, ça dépend où vous travaillez. Il y a aussi parfois ça se fait de plus en plus la téléexpertise entre infirmiers et médecins. Donc on peut faire un petit mot si jamais le médecin et vous êtes dans un réseau où on peut poser de la question par écrit. Au moins l'avantage c'est que le généraliste il pourra dropper la demande à l'hôpital facilement. Et puis sinon d'une autre manière un peu plus pragmatique, il suffit d'attendre qu'il ait une diarrhée avec Clostridium et là on va s'en rendre compte que du coup il a d'Augmentin depuis 10 ans. Et ça risque d'arriver, hein, très sincèrement, je suis pas devin, mais... Non, mais après, je peux très bien appeler le service. Hein, c'est pas... Enfin, moi, ça me dérange pas du tout. Hein, mais... je parlais aussi pour la valorisation de votre travail. Et d'être un peu des antibiotiques gardiennes, comme ça, c'est un peu d'être un peu surveillé l'ensemble, prendre un peu de champ et de recul par rapport à ce qu'on fait dans notre exercice quotidien. Entre guillemets, nous, on se dit c'est un spécialiste qui le prescrit, etc. C'est que ça doit être justifié. Enfin, Puis le pharmacien, il n'a pas tiqué non plus. Bon, quand même. Écoutez, moi, après, vous pouvez très bien m'envoyer un mail si vous voulez, on regarde le dossier. C'est un patient, je ne sais pas où est-ce que vous exercez. Non, c'est un patient qui est suivi à Becquerel. C'est Becquerel le prescripteur. Je pense qu'il faut les appeler. Hein. Régulièrement, Becquerel fait des prescriptions au long cours original. D'accord. Je les appellerai. Alors, l'autre solution aussi, c'est qu'il y a pas mal d'infirmières aussi. Alors, si c'est oncologie, je pense que c'est plutôt hématologie, vu ce que vous me dites comme ligne thérapeutique, avec le valaciclovir, mais ça peut être intéressant de passer par une infirmière du service. Il y a des fois des IPA en fait, qui sont en oncologie et en hémato. Ça peut être intéressant pour vous, ça. Oui, en effet, c'est hémato. Donc, oui, c'est sûr, valaciclovir, c'est sûr. Et moi, pour Antibioclic, je ne sais pas quelle liste les IPA en ville auront comme autorisation de prescription comme produit. Ouais, mais je pense que c'est si jamais il y a de l'antibiotique dedans, je pense que ce sera un outil qui sera important à ouvrir parce qu'elles sont identifiées comme des infirmières. Donc, je pense que pour le coup, l'idée de se dire que ça pourrait être accessible n'est pas une mauvaise idée. On va en parler. Antibioclic, on est en relation avec eux régulièrement. Actuellement, c'est pas accessible, c'est ça? C'est ce que Elise disait, c'est que... Non, j'étais pas sûre. Non, j'étais pas sûre. Moi, comme j'ai un numéro RPPS, en fait, je peux me connecter. Enfin, je fais ce que je veux, entre guillemets. Mais peut-être regarder éventuellement, essayer de vous inscrire sur Antibioclic, tout à l'heure envoyer un mail en fait, en disant, et puis si vous avez du mal, même tout ça, vous me dites, parce que nous, je vous dis, on est assez en contact avec Antibioclic via la mission nationale, dont un Antibio partie. Bref, on peut leur dire, est-ce que vous allez ouvrir aux infirmières, en particulier hyper. Alors moi, je vais regarder avec mon numéro d'infirmière, et si jamais j'y arrive pas, je demanderai à l'infirmière IPA avec laquelle je travaille d'essayer aussi, comme ça on aura bloqué tout pour se dire que vraiment c'est pas accessible ou oui c'est accessible. Ouais.